Tranche de couple, les histoires et le monde vitaminé de Guillaume et Max, saison 3. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max et nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce 5e épisode de la saison 3 de Tranche de couple. Épisode qu'on enregistre aujourd'hui un peu en délocalisé hors de notre studio. complètement délocalisé. Et donc vous aurez droit à quelques bruits d'ambiance. On espère que ça ne vous dérangera pas trop votre écoute. Alors, épisode 5 qu'on a choisi d'intituler Passé imparfait et futur composé. Tout d'abord, un grand merci d'être si nombreux à nous écouter. Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes qui sont diffusés le lundi tous les 15 jours. Et entre-temps, on se retrouve sur notre page Facebook, notre compte Twitter, notre adresse email, toujours tranche le chiffre de couple, et pour l'email @gmail.com, comme le nom du podcast. Allez, pour terminer, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux, ce qui nous permettra d'accroître la notoriété de ce podcast. Et puis, si vous le pouvez, mettez-nous une note ou un commentaire sur la plateforme où vous nous écoutez. On commence, comme d'habitude, par la rubrique Actu. Et c'est Guillaume, aujourd'hui, qui nous fait la première Actu. Absolument, Max. Aujourd'hui, je veux vous parler de cuisine d'Asie du Sud-Est. Non, je plaisante. On va parler aujourd'hui d'une petite histoire du wok, de la cancel culture et de tous ces termes un peu abscons importés d'outre-Atlantique. Oh là là, mais beaucoup de franglais tout ça. Absolument. Cela ne vous aura pas échappé. Depuis quelques mois, voire quelques années, les expressions d'origine étrangère fleurissent dans le vocabulaire, notamment et surtout de nos hommes et femmes politiques, sans grandes exceptions malheureusement. Ces mêmes politiques, de droite, de gauche ou du centre, semblent avoir décidé de les dégainer plus vite que leur ombre, tant ils n'ont en ce moment, évidemment, pas d'autres sujets plus importants à gérer, mais surtout sans forcément savoir ce qu'il y a derrière ces termes. L'important, après tout, c'est que les gens en face s'imaginent qu'il y a de la matière dedans. Bref, pour commencer et bien remettre les choses dans leur contexte, il faut peut-être rappeler l'origine de ces termes. Ils nous arrivent de la société américaine et concernent en général l'idée de mieux équilibrer la société dans toute sa diversité en prenant en compte les revendications de l'ensemble de ses composantes pour les intégrer au mieux. Et aux États-Unis, cela concerne en particulier les revendications des habitants d'origine afro-américaine. Nous allons donc parler aujourd'hui de deux termes pour, je l'espère, vous en donner une définition un peu plus claire et vous armer pour mieux comprendre pourquoi ils sont utilisés aujourd'hui, souvent mal ou dans un contexte qui n'a rien à voir avec leur signification d'origine. Le premier d'entre eux, dont je veux vous parler d'aujourd'hui, n'a, malgré son nom, rien à voir avec la cuisine d'Asie du Sud-Est, comme je vous le disais. Je veux bien entendu parler du wok, ou du wokisme, comme méchamment appelé par certains ou certaines politiques promptes à vouloir franciser des mots qui, finalement, n'ont rien à faire dans notre vocabulaire. Quelle est donc l'origine de ce mot ? Il faut remonter aux années 50 pour observer la première utilisation du terme woke aux États-Unis, dans le cadre de l'activisme noir défendant l'égalité. C'est un mot qui se traduit en anglais par être éveillé, être debout, être également attentif à d'importants faits ou problèmes, notamment les questions raciales et d'égalité sociale, selon le dictionnaire Merriam-Webster, qui est l'équivalent du Larousse américain. Il a donc un premier sens plutôt positif. L'idée, c'est, comme je vous l'expliquais, de mieux comprendre la société dans laquelle on gravite et d'atteindre davantage d'égalité dans cette société. Dans les médias, on l'a vu arriver qu'assez tardivement, au milieu des années 2010, dans les médias américains, et puis beaucoup plus tard chez nous, en 2018, dans un premier article du Monde consacré justement à la cause des Afro-Américains et au combat qu'ils mènent pour l'égalité aux États-Unis. Le problème, et pourquoi ce mot est en fait aujourd'hui un peu connoté, c'est parce que il est utilisé de plus en plus et dans des contextes qui n'ont absolument rien à voir avec son contexte de base, par des politiques de droite comme de gauche, en France mais aussi aux États-Unis, pour décrédibiliser les adversaires. En gros, en ce moment, en France, vous l'aurez remarqué, il faut utiliser le mot woke dans un discours pour attirer une audience. Que ce soit une audience, quand Éric Zemmour nous parle de la décadence et du grand remplacement en marche, ou quand Sandrine Rousseau, à l'opposé du côté des Verts, nous dit qu'il faut se wokiser, se déconstruire et s'exploser pour finir par comprendre pourquoi est-ce que nous devons changer intégralement notre société. Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'écologie, on est bien d'accord. Et du coup, ce mot qui, à l'origine, devrait éveiller les consciences, finit par nous endormir, une fois de plus, comme toutes les bêtises qu'on trouve sur Internet. Donc une question importante qui se pose avec le woke, c'est est-ce qu'on peut parler d'idéologie ? En fait, pas vraiment, puisque le mot n'ayant
plus aujourd'hui de définition claire et étant utilisée à tort et à travers, il n'y a plus vraiment d'idéologie. On peut dire que être woke, si être woke, c'est s'intéresser à ce qui se passe dans d'autres sociétés et à l'égalité, à promouvoir dans nos propres sociétés plus d'égalité, notamment vis-à-vis des minorités ou de ceux qui sont au quotidien discriminés, alors oui, dans ce cas-là, moi pourrais me considérer comme woke, mais je trouve que non, je ne suis pas woke, je suis attentif à ce qui se passe autour de moi et ça ne passe pas forcément par le woke. Bref, l'arrivée de ce terme chez nous est donc plutôt à prendre avec beaucoup de pincettes, notamment aussi parce que la société française comme la société américaine sont extrêmement différentes, l'histoire est différente et la façon d'appréhender les choses doit l'être aussi. Je vous inviterai donc à lire pour un peu plus d'informations un article qu'on vous mettra sur Twitter, écrit par le journaliste Fabien Jannick Cherbonnel sur France Info, qui décrit de façon un peu plus précise que moi d'où vient ce woke et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il n'a pas vraiment de sens. Alors finalement, vu qu'on est un peu long aujourd'hui, je propose en fait contrairement à ce que je vous ai dit au début, de remettre notre petite partie cancel culture à un peu plus tard. On vous en parlera peut-être pendant le prochain épisode ou le suivant. Signalons au passage, puisqu'on a parlé en long, en large et en travers du woke et du wokisme, que vos serviteurs ici présents sont, selon les termes du député le République En Marche François Jolivet, et pour vous dire combien le débat vole haut, issu d'une école qui n'est rien moins que, je cite, la plaque tournante du wokisme emporté. Bel hommage. Et en attendant, je vais passer la parole à Max pour la deuxième partie de notre actu. Aujourd'hui, tu vas nous parler intensivement du sommet des 21 et 22 octobre 2021 de l'Union européenne. Exactement, dans cette approche qu'on a d'essayer de décrypter l'Europe, on s'est dit que vous parlez du sommet de la semaine dernière était assez pertinent. Il y avait au menu 3 sujets importants, l'énergie, l'état de droit et les accords commerciaux. Alors sur l'énergie, vous le savez, c'est un sujet majeur parce qu'on a constaté ces derniers mois une inflation des prix de l'énergie, et notamment pour certains pays dans l'Union européenne qui dépendent totalement des importations, notamment de gaz. C'est un vrai problème. Donc après des heures de négociation, jeudi, les 27 chefs d'État et de gouvernement sont péniblement parvenus à se mettre d'accord sur des conclusions communes s'agissant de l'inflation énergétique. Le texte final demande à la Commission européenne d'examiner le fonctionnement du marché du gaz et de l'électricité pour identifier les potentiels effets pervers et rechercher de possibles manipulations spéculatives sur le marché carbone européen, ce qu'on appelle l'ETS. C'est sur ce marché que les entreprises s'échangent ce qu'on appelle les droits à polluer, et en fait le prix du CO2 a plus que doublé en un an. Alors ça, c'était en partie en réponse à une demande du Premier ministre espagnol qui souhaiterait revoir le mécanisme d'indexation des prix de gros de l'électricité sur celui du gaz, parce que l'Espagne fait partie des pays qui sont les plus frappés par la flambée des prix de l'électricité. L'examen des spéculations sur le marché du carbone européen fait écho aux demandes de la Pologne et d'autres pays d'Europe centrale, pour lequel c'est ce marché et la perspective de son élargissement à de nouveaux secteurs qui a fait s'envoler le prix de l'électricité. Certains pays, notamment la Hongrie, ont tenté de mettre en cause le plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui s'appelle Fit for 55 de l'Union européenne, alors que d'autres États membres, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Irlande notamment, l'ont défendu et ont vu dans l'accélération des investissements verts la solution à la dépendance européenne au gaz et accessoirement à des exportateurs comme la Russie. La France, de son côté, a souligné, comme on pouvait s'y attendre, le rôle stabilisateur à long terme de l'énergie nucléaire, qui permet de pallier la variabilité des renouvelables sans dégager de CO2, à l'inverse du gaz. Le deuxième sujet, c'était le sujet de l'état de droit. C'est un sujet qui a été ajouté à la dernière minute au programme de la réunion des chefs d'État et de gouvernement. Quelle surprise! Dis-moi qu'on va parler de la Pologne et de la Hongrie. Voilà, c'est en particulier suite à la décision plus tôt ce mois-ci du tribunal constitutionnel polonais, vous l'avez sans doute entendu, que la constitution polonaise était supérieure au traité européen. Alors en réalité, cette décision, elle remet en cause la primauté du droit européen, qui est un fondement absolument essentiel et nécessaire à la construction et au fonctionnement de l'Union européenne. Alors, il faut se rappeler que Varsovie était déjà en conflit avec Bruxelles, justement sur l'indépendance de la justice, en particulier
sur le fonctionnement de cette Cour constitutionnelle et l'indépendance des médias. Alors, que peut faire l'Union, puisque les traités ne prévoient pas de mécanisme d'expulsion d'un État qui ne respecterait pas ses engagements? Le traité prévoit, dans son article 7, un mécanisme visant à restreindre le droit de vote d'un pays, mais cela nécessite l'accord de tous les autres pays. Alors, on voit très bien que ça a très peu de chances d'arriver, compte tenu du soutien mutuel de la Hongrie et de la Pologne. C'est quand même ballot. Alors, l'autre option, c'est de toucher les Polonais au porte-monnaie. La Commission l'a déjà fait, puisqu'elle n'a toujours pas débloqué les 23 milliards d'euros de prêts et de subventions liés au plan de relance européen. La semaine dernière, la Commission a aussi demandé à la Cour de justice des communautés européennes d'infliger une amende journalière à la Pologne pour défiance dans l'application de ses décisions. Et la Commission pourrait aussi geler la distribution des fonds structurels à la Pologne. Il faut se rappeler que la Pologne, c'est le pays qui reçoit le plus de fonds structurels. Sur la période 2021-2027, on parle quand même de près de 75 milliards d'euros, donc c'est pas négligeable. Et on vous l'avait dit dans un précédent podcast, quand on commence à toucher au portefeuille, il y a des choses qui bougent. Exactement. Alors, les chefs d'État et de gouvernement ont réaffirmé leur conviction que l'état de droit et de l'indépendance judiciaire sont absolument fondamentaux, mais quand même ont temporisé sur les ripostes qui sont étudiées par Bruxelles et qui ont été mentionnées par Ursula von der Leyen dans l'audition qu'elle a eue au Parlement européen, où le Premier ministre polonais était lui-même invité à s'exprimer. Oui, il a pris cher. D'ailleurs, il s'est fait interpeller par le président de séance parce qu'il était trop long, et il a dit « laissez-moi parler ». En gros, vous m'emmerdez. Alors le troisième sujet, c'était sur les accords commerciaux, parce que en fait, il y a différentes visions, différentes approches des accords commerciaux entre les pays membres de l'Union européenne. Certains considèrent que, en fait, on est en position de force et donc il faut utiliser les accords commerciaux pour élever les conditions de partenariat économique avec nos partenaires, pour éviter notamment que ces accords commerciaux ne se fassent pas au détriment de notre propre économie, qui est soumise à tout un tas de normes et de contraintes économiques, sociales et environnementales, afin notamment de ne pas nourrir du dumping ou des délocalisations qui seraient contre nous. Alors c'est ce qu'on appelle le level playing field, hein, vous le savez, on en a beaucoup parlé lors du Brexit, et puis d'autres États membres, pour eux, ce qui est important, c'est que l'Europe reste une économie ouverte, parce que eux sont vraiment les champions du libre-échange. Et donc finalement, c'est comment déterminer ce bon équilibre entre utilisation des accords commerciaux pour promouvoir un commerce équitable, et puis l'équilibre à trouver pour qu'on préserve une économie ouverte sur le monde. Alors dans ce débat, le Parlement européen, qui vous le savez, joue un grand rôle parce qu'à la fin, tout comme les parlements nationaux, il doit ratifier les accords qui sont négociés par la Commission au nom des États membres. C'est un acteur de poids et il souhaite notamment qu'il figure des engagements plus concrets pour matérialiser les engagements que l'Union européenne a pris en matière de changement climatique, alors qu'aujourd'hui, on a souvent des références un peu vagues et qui ne sont pas très contraignantes. Affaire à suivre. Dernier sujet, c'était aussi l'opportunité pour les chefs d'État et de gouvernement et l'Union européenne en général de se féliciter que l'Europe ait d'ores et déjà exporté plus d'1 milliard de doses de vaccins anti-Covid, premier exportateur du monde, et de loin, on en a déjà parlé, pas besoin d'y revenir. Allez, on passe, comme cette actu était déjà un peu longue, à la belgitude. Guillaume. Eh oui Max, plus belge la frite, pas si vite. Aujourd'hui, puisqu'on est un peu axé sur des histoires venues d'outre-Atlantique, on voulait s'interroger sur l'origine du terme French fries, frites françaises, qui est utilisé par nos voisins anglais et cousins d'Amérique pour parler des frites. Pourtant, on ne peut pas dire que, mis à part dans le nord du pays, la frite soit vraiment un gros succès en France, alors même que c'est le plat national en Belgique, ou presque. Alors, pourquoi ces French fries ? Ah bah oui, Max, il fait un peu la moue, mais mis à part chez McDo où les frites sont dégueu... Non, mais il y a quand même... C'est pas notre plat national. Et avec mais des burgers tout le monde qui ne sont pas un plat français non plus. Les frites, voilà. Oui. Mais c'est pas le plat national. C'est pas le plat national, tout à fait. En fait, pour mieux comprendre la frite française, il faut d'une part écouter l'épisode 19 de la saison 1 de ce podcast, où nous avions fait le tour de son histoire en long, en large et en travers. Et puis, il faut aussi revenir au début du 19e siècle, alors que les vendeuses de friture des rues parisiennes découvrent la pomme de terre et ses propriétés. Facile à cuire et à dorer, peu cher et très réconfortant, les frites deviennent le plat emblématique de la rue parisienne pendant plusieurs décennies. Et la frite est née dans les rues de Paris.
Cocorico. Mais comme souvent à Paris, les modes passent assez vite et la frite a fini par disparaître des rues de la capitale pour mieux remonter dans le courant du XXe siècle vers le nord et la Belgique, où elle devient à son tour le plat national. Bûchettes, bûches, pont-neuf, de toute taille et de toute forme, la frite a évidemment évolué aussi dans le temps. On reconnaîtra quand même à la frite belge cette texture si particulière, croquante à l'extérieur et fondante à l'intérieur, grâce à cette double cuisson à 140 degrés pour le fondant et à 170 ou 170 degrés pour le croquant. L'un après l'autre. Absolument, tout à fait. Oui, c'est difficile de le faire en même temps. Mais bon, on peut imaginer dans le futur une évolution de la cuisine qui permettrait de faire les deux. Bref, sans rancune aucune, chers amis belges, on se retrouvera de toute façon, à l'instar des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne en session ces jours-ci à Bruxelles, autour d'une frite à la friterie Antoine ou à la place Flaget, et les plus téméraires iront même jusqu'à commander une fricandelle, même si l'histoire ne nous dit pas ce qu'il y a dedans. Merci Guillaume pour ce morceau d'histoire, Absolument, cette tranche d'histoire. Cette tranche d'histoire et remettre les choses en place pour... Faut pas avoir le seum sur le coup de la French fries, mes chers amis belges, il y a d'autres raisons, notamment sportives. Enfin bref, ceci est un autre sujet. Alors, on enchaîne tout de suite sur la rubrique vie de couple. Peut-être qu'on peut être dans la métaphore culinaire, simplement pour signaler notre grande joie d'avoir pu commencer les raclettes. Alors, Guillaume avait pris une semaine d'avance sur moi, deux semaines d'avance sur moi. Puisque, alors que moi, je me suis allé me balader du côté de Chypre, où j'ai découvert les spécialités culinaires chypriotes, et surtout leur quantité gastronomique. Quantité astronomique. Astronomique, ouais, c'est plutôt ça, en fait. Voilà, vraiment, très très bon. Mais du coup, voilà, moi j'ai fait ma première raclette ce week-end, et toujours avec du fromage importé de Haute-Savoie. Principe de base. Voilà, et quand on a du bon fromage, il faut surtout pas louper les bonnes occasions. Et donc c'était chouette, on espère que vous aussi, soit vous avez déjà commencé, soit vous allez commencer très bientôt. On voit fleurir sur les réseaux sociaux, en tout cas, plein de photos et plein de commentaires. Et si vous vous posez la question, est-ce que je peux lancer la saison des raclettes? La réponse est oui, allez-y, foncez. En plus, il commence à cailler dehors. Mais par contre, si vous nous invitez à une raclette fin novembre, ne vous attendez pas à ce que ce soit la première pour nous. Ça, c'est un petit clin d'œil à Mickaël, qui probablement ne nous écoute pas, mais néanmoins, on a été invité fin novembre à une première raclette. Et ça nous a bien fait rigoler. Sorry, c'est pas chez nous, ça. Alors, dans nos autres actus, en fait, on ressort. Oh mon Dieu, quel enfer. Si, on est ressorti à la base pour aller au cinéma. Ouais, c'est une grande première. Depuis 2 ans ou un truc comme ça, même un peu plus, je pense. C'est-à-dire qu'on a fait le compte. Le dernier film qu'on a été voir au cinéma, c'était probablement Le Chant du Loup. Je suis en train de regarder de quand il date, mais c'est 2018 ou 2019, c'est quand tu habitais à Paris. J'habitais à Boulogne, donc c'était probablement premier trimestre. Ouais, sorti en 2019, c'était à l'hiver, premier trimestre 2019. Ouais, c'est ça. Donc vous voyez, ça date. Et là, c'était pour aller voir... James Bond. James Bond, oui, parce que forcément... Livre l'étendard. Voilà. Mourir peut attendre. Mourir peut attendre, exactement. Un peu long. Alors, ceux qui aiment on coche toutes les cases du classisme du James Bond, là, vous reconnaîtrez toutes les scènes qui... Voilà, la scène d'amour, la scène des méchants qui vous poursuivent, des cascades, de la technologie, des voitures à ne plus en savoir qu'en faire, des balles qui... voilà. Mais c'est vrai que même l'introduction en soi est une histoire à part entière. Oui, c'est ça. Voilà. Mais ça nous ramène loin. Je vous suggère, si jamais vous voulez aller le voir et que vous ne l'avez pas encore vu, on va pas vous faire de spoiler, mais de revoir certains épisodes d'avant, notamment Casino Royale. Ouais. Donc on fait un petit... Si je peux me permettre. Avec les épisodes avec Daniel Craig, puisque c'est le dernier opus pour Daniel Craig. Vous pouvez vous faire une petite revue, effectivement, des 4 derniers de Daniel Craig. Et puis, du coup, en fait, comme on est en région parisienne, voilà, vous l'avez pas dit, mais c'est pour ça qu'on est en délocalisé. On en a profité pour aller visiter, ou en tout cas faire des courses dans le centre commercial de Vélizy 2. En effet, on est allé au cinéma à Vélizy 2 et puis on en a profité puisqu'on était avec ma petite sœur qui vient d'avoir une petite choupie pour aller faire un peu les magasins.
Un samedi après-midi, dans un Mon centre Dieu, commercial, mais c'est en horrible. région parisienne. C'est horrible. Alors que déjà, on a peu de centres commerciaux en Belgique, voire peu, très peu. Non, on a peu de centres commerciaux de la taille de Vélizy 2. De centres commerciaux, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais on a peu de centres commerciaux de cette taille-là, et il y a très peu cette culture du centre commercial en ville. Il y en a un ou deux dans l'hypercentre de Bruxelles, et après, il y en a quelques-uns en périphérie, mais c'est tout. Puis on n'y va pas spontanément, nous. Et donc, se retrouver dans cette foule, bah, il y avait un peu de monde quand même. Un samedi après-midi de vacances, ça fait bizarre. Non, puis il faut dire aussi que, malin comme on est, on n'avait pas pris de sac. Donc du coup, on s'est retrouvé à porter 15 000 trucs dans les bras, et puis surtout à attendre que ta sœur fasse son choix de ce qu'elle avait envie d'acheter. Ce qui était très bien, hein, on était là pour ça, pour aussi... voilà. Tout à fait. Mais du coup, c'était moins simple. Absolument. Enfin bref, on vous le déconseille en tant qu'expérience. Après, voilà, on a passé une très bonne après-midi aussi à faire rapidement les magasins, mais voilà quoi. Alors, on voulait en profiter de cette rubrique Vie de couple pour aborder un sujet un peu plus de fond. C'est quelque chose que Claire, qu'on embrasse, nous a suggéré d'essayer de partager peut-être des perspectives sur différentes choses. Et donc, on voulait prendre le thème des souvenirs. Absolument, les souvenirs en famille. C'est un thème qui nous tient à cœur, qui tient aussi beaucoup à cœur à Max. Moi, j'ai la chance d'avoir encore deux grands-parents qui sont avec nous et qui ont plein de souvenirs à partager. Alors moi, je suis plutôt du genre à les écouter quand ils en parlent, mais Max, il aimerait archiver tout ça et avoir une trace de tous ces souvenirs. Bah, c'est-à-dire que, en fait, alors bon, moi, du coup, j'ai effectivement plus mes grands-parents qui sont avec nous. Et puis, j'étais quand même plus jeune quand ils sont partis. Et donc, j'ai pas énormément de souvenirs de ce qu'ils ont raconté. Et bah, la mémoire, elle est aussi un petit peu, elle file. Et je me dis que même le fait d'entendre donc entendre, parce que ça peut être à l'écrit, mais ça peut être à l'oral. Et comme nous, on a la chance d'avoir du matériel qui permet d'enregistrer, notamment des podcasts, ben c'est aussi peut-être une occasion pour nous plus tard, pour les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, d'entendre les parents et les grands-parents exprimer eux-mêmes leurs souvenirs. Et ça, je trouve ça chouette. C'est quelque chose qu'on va essayer de faire aussi dans la cousinade qu'on va organiser du côté de ma famille maternelle. On sera probablement une petite centaine, un petit peu moins d'une centaine. Et l'idée, c'est d'essayer de faire partager des souvenirs au niveau de mes parents et de leurs frères et sœurs, enfin de ma maman et de ses frères et sœurs, de souvenirs de famille qu'on pourrait enregistrer. Parce que là encore, je trouve que si on n'enregistre pas les souvenirs, après ça s'étiole et puis on oublie un peu les détails et tout ça. Et il y a des choses, c'est ce qui était très intéressant hier soir quand on a un peu échangé, c'est qu'ils ont vécu des moments très marquants, que ce soit la Seconde Guerre mondiale, que ce soit mai 68. Voilà, et c'est des moments particuliers. On discutait hier, on avait une discussion très intéressante. J'ai appris hier au détour d'une conversation quand même que j'étais issu d'une double génération de Parisiens. Oh, mon Dieu. De gens nés à Paris. C'était une grosse découverte pour moi. Je savais que ma mère était née à Paris quand même, mais pas le papy. Oui, parce qu'ils sont auvergnats, mais bon, néanmoins... Mais auvergnat de Paris, pour papy. Voilà. C'est... Auvergnat de Paris qui, quand même, du coup, la pratique à l'époque, ça on l'a découvert parce que je ne savais pas. C'était en gros que les parents travaillaient, quand ils travaillaient tous les deux, ils n'avaient pas le temps de s'occuper de leurs enfants. Et donc, ils envoyaient les nourrissons, en fait, parce qu'il est parti à 3 semaines en Auvergne se faire, se faire élever par une tante, une grand-mère, voilà. De la famille. Jusqu'à ses 14 ans. Et voilà, c'est quand même... Voilà, c'est étonnant, en fait, dans notre société actuelle. Ça serait quand même très particulier. Ça a commencé à changer quand même au détour des années 50, parce que mamie disait justement que ma maman, quand elle est née, mamie
qui travaillait pour les postes, pour les PTT à l'époque, n'avait aucune intention de l'envoyer être élevé chez la grand-mère en Lozère, et la grand-mère a un peu insisté quand même pour que ça se fasse comme ça, mais Comprenait pas mais trop comprenait pourquoi pas, ça se faisait pas comme prévu, comme avant. c'est ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dirait pas. Enfin, ouais, non, je sais pas, ça serait pas logique. Ouais. Et puis, dans cette conversation, que malheureusement on n'a pas du coup le début par enregistré, mais qui était quand même néanmoins très intéressante, bah, c'est vrai que ta mamie. Et c'est le problème, c'est que c'est souvent un bâton rompu, c'est que tu ne t'attends pas forcément à ce que ça arrive et qu'on peut pas tout savoir en enregistré. Ou alors il faut se dire que, mais voilà, on n'est pas, Max et moi, nous n'avons pas la même position sur le sujet. Moi, je trouve que c'est assez intrusif de mettre un micro en face des gens et d'attendre qu'ils aient la même spontanéité. On peut sortir aussi un téléphone, prévenir qu'on enregistre avec les très bons enregistreurs de l'iPhone et enregistrer comme ça. Je noterai juste que ta mamie a fait une petite blagounette quand elle a vu que le micro était posé en disant oh mais non mais moi j'ai plus rien à dire, et puis que finalement elle a vite oublié le micro après qu'elle a parlé. Non, mais Bon. les grosses conversations avaient déjà eu lieu. Ah ben voilà, puis j'ai pas été aidé non plus pour reposer des questions, pour un peu remettre de la sauce dans le. Faut dire qu'il était 23h30 après une raclette. Bon, voilà. Bref, revenons sur le fond. C'est vrai que ta mamie faisait remarquer que la société avait évolué d'une telle manière. En mai 68, la poste ne fonctionnait plus, le téléphone ne fonctionnait plus. Et donc, en fait, ils étaient coupés du monde. C'était très difficile d'aller travailler. Ton papier racontait que c'était l'armée qui faisait les trajets entre Palaiseau et Paris, la porte d'Orléans, et ensuite, ils faisaient tout à pied, parce qu'ils habitaient Palaiseau et lui travaillait à Paris. Et elle se disait, mais aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait imaginer être coupé d'Internet et du téléphone? Et j'avais envie de dire que pour nous, ce serait peut-être à comparer à une coupure d'électricité. Je sais pas, mais en tout cas, on s'imaginerait pas, je pense, d'être coupé complètement comme ça du monde. Vous imaginez le confinement s'il n'y avait pas eu Internet? On se serait tiré des balles rapidement quand même. Ouais, ça aurait été un autre délire. Sachant qu'à l'époque, en plus, ils n'avaient pas la télé, donc ils avaient juste la radio. Voilà, donc en tout cas, les souvenirs, oui, c'est... mais ça, je note que ça demande toujours un peu un effort de faire parler les anciens, mais que si on partage pas, en fait, après, on se rend compte que ça nous manque. Et c'est vrai que ta mamie disait que son père avait été fait prisonnier dans la guerre de 14, qu'il avait fait Verdun, mais qu'en fait, il n'en avait jamais parlé. Et du coup, il ne savait pas. Il y a d'autres traumatismes derrière oui, aussi. Oui, mais du coup, elle avait découvert ça, qu'il avait été fait prisonnier en découvrant son matricule après qu'il ait été, parce qu'elle fait de la généalogie, après qu'il était décédé. Et c'est vrai que, voilà, prenez le temps de discuter, prenez le temps d'essayer de poser des questions. C'est très chouette de savoir d'où on vient, et c'est dommage, après coup, de regretter de ne pas avoir pris le temps de partager. Et en général, nos anciens, ils adorent aussi un peu raconter. Et c'est utile pour composer son futur, n'est-ce pas, de parler du passé, de son passé, de savoir d'où on vient, comme tu le dis, Max, et d'apprendre aussi de ce qui s'est passé avant pour faire mieux en général. Exactement. Et pour conclure cet épisode, Max, tu vas nous parler d'une initiative qui a été lancée par... par la ville, la commune d'Ixelles, là où on habite. Absolument. Et l'ouverture d'une vélothèque. Voilà, on va vous parler vélo, pour vous changer un peu. Alors en fait, l'initiative a été prise parce qu'ils ont constaté qu'un des freins majeurs à l'apprentissage du vélo chez les enfants était simplement la possession d'un vélo. Parce que, les enfants grandissent, les vélos, ça coûte cher, et donc acheter un vélo tous les 2 ans, ça devient vite impossible. Et quand on récupère celui du grand frère ou de la grande sœur, il n'est pas toujours en bon état. Alors, du coup, ils ont créé une vélothèque à Ixelles où on peut louer un vélo d'enfant entre 2 et 12 ans pour 20 € par an. C'est une initiative de l'Égevine de la vie de quartier, Gosset, avec les services mobilité de la commune. Donc cette vélothèque, elle a été mise en place le 15 septembre dernier dans un lieu initial avant d'être dans son
bâtiment final qui est situé au cœur du quartier de Flagey. Il y avait déjà en fait des vélothèques en région bruxelloise, mais le sud était globalement mal desservi puisqu'il y en avait une seule sur la commune d'Uccle. Alors c'est finalement un projet qui est de collaboration citoyenne parce que la vélothèque va fonctionner avec des bénévoles qui ont des notions de mécanique pour aider à entretenir la flotte de vélos et qui vont aussi accueillir les enfants et leurs parents. Donc la vélothèque disposera d'une flotte de vélos neufs qui a été subventionnée par la commune, mais les familles sont aussi invitées, si elles ont des vélos de petits dont elles ne se servent plus, à en faire don. Et donc si le vélo n'est pas en trop mauvais état, vous pouvez l'apporter à la vélothèque et en échange vous aurez un abonnement d'1 an. Donc c'est aussi pas mal parce que du coup ça permet de rapporter un échange de bons procédés. Exactement. Finalement. Donc les ambitions qui sont poursuivies par ce projet, c'est à la fois de promouvoir le vélo auprès des enfants et des familles, de réduire la consommation en favorisant une économie circulaire, de réutilisation et de partage, plutôt que finalement de posséder, consommer, et puis ensuite de mettre à la poubelle ou de plus savoir qu'en faire. Et puis social, parce que ça permet de mettre à la disposition des vélos pour enfants de manière économique. 20 € par an, c'est quand même c'est un investissement, mais c'est quand même raisonnable. De réparer les vélos et puis de rassembler en fait les gens autour de cette initiative, puisque, comme je l'ai dit, ça fonctionnera aussi grâce à des bénévoles. Voilà, on voulait simplement leur faire un petit big up. Bravo, belle initiative. Merci Max pour cette dernière rubrique. C'est déjà la fin de cet épisode. Si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous et n'hésitez pas à mettre une note sur Apple Podcast, un like sur YouTube ou un pouce bleu sur Facebook. Il est diffusé tous les 15 jours. Alors d'ici là, portez-vous bien. Gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées.